ce projet. Voilà. Donc, c'est ce que je peux dire par rapport au projet Se Défendre. Merci à vous pour cette belle réponse. Nous retenons 3 axes: l'axe prévention, l'axe prise en charge et surtout la révolution du cadre juridique. Et vous avez bel et bien présenté le projet intitulé Se Défendre. Toujours avec vous, nous allons aborder l'aspect thématique. Dites-nous quelles sont les thématiques autour desquelles le projet sera mis en œuvre. D'accord. Les thématiques autour desquelles le projet est mis en œuvre, c'est d'abord la thématique des violences sexistes et sexuelles. Et je sais que par la suite, on aura à définir cette thématique. Et ensuite, il y a la thématique du litige stratégique, qui est d'ailleurs l'axe de Voix de Femmes, qui est une approche que Voix de Femmes initie au Burkina Faso afin de révolutionner le cadre juridique des droits des femmes. Et ensuite, nous avons l'approche féministe. Il faut dire que ce projet Se Défendre est un projet féministe porté par des organisations féministes. Donc, il se doit d'avoir une approche féministe dans sa mise en œuvre. Et cette approche a été, l'approche a été, on a formé les acteurs impliqués par rapport à cette approche féministe afin que dans nos actions, dans nos implications, dans nos contributions dans le cadre de ce projet, nous puissions avoir cette attitude féministe, nous puissions prendre en compte ces principes féministes qui sont la non-discrimination, le respect, et la confidentialité et autres. Voilà. Parce qu'il est idéal que lorsqu'on reçoit la victime, dans le cadre de ce projet, le projet est fait pour aider ces victimes. Et lorsque ces victimes nous approchent, il est vraiment bien que dans nos attitudes, dans notre approche, qu'on ne les violente pas encore une seconde fois, qu'on prenne en compte vraiment leur fragilité. D'où l'approche féministe. Ensuite, la 4e thématique, c'est la masculinité positive. Il faut dire que c'est un projet féministe, bien sûr, mais il y a des acteurs masculins qui interviennent. Voilà, des acteurs masculins qui interviennent. Donc, on s'est dit, pour que ces acteurs interviennent, il est bien qu'ils aient une masculinité positive, qui va consister à avoir de l'empathie, qui va consister à contribuer en tant qu'acteur, et même avoir un caractère féministe. Voilà, le féminisme, ce n'est pas seulement les femmes, les hommes peuvent être féministes. Voilà, donc la masculinité, c'est ça. Et une formation a été initiée à l'endroit de tous les acteurs masculins qui interviennent dans le projet, de sorte à ce que voilà, ils développent l'empathie et qu'ils soient des acteurs authentiques dans le cadre de ce projet. Voilà les 4 thématiques, donc violence sexiste et sexuelle, litige stratégique, l'approche féministe et la masculinité positive. Et pour la suite de notre entretien, il sera question de donner une définition assez claire de ce qui convient d'appeler les violences sexuelles et sexistes. On entend souvent parler de ces mots, mais la réponse ou une définition concrète n'est pas donnée à tout le monde. Et nous avons cette chance de nous avoir sur le plateau. Dites-nous, qu'entend-on par violence sexuelle ou violence sexiste? Oui, c'est très exact, vous venez de le dire. C'est une thématique qui peut se voir un peu rare parce qu'on entend plus parler de VBG. Voilà. Et les violences sexistes, d'abord, il faut retenir qu'il y a deux éléments qui ressortent dans cette thématique, qui est le sexisme et la violence sexuelle. Voilà. Déjà, le sexisme et la violence sexiste, ce sont généralement des propos, des comportements, et ces propos, ça peut être oral comme écrit, ça peut être des comportements ou même des actions qui portent directement atteinte à la dignité de la femme, qui portent directement atteinte à son intégrité physique et psychologique. Voilà le sexisme ici. Maintenant, quand on parle de violence sexuelle, c'est le fait de faire subir à quelqu'un ou encore le contraindre à subir des actions purement sexuelles sans son libre consentement. Ici, je tiens à clarifier, à insister sur l'aspect consentement parce que on a tendance à dire la personne a dit oui. Pour une personne violentée, on va dire elle a dit oui. Mais il faut requalifier ce consentement. On peut dire oui sous la contrainte, d'où le consentement n'a pas été libre. On peut être oui sans être vraiment très éclairé. Par exemple, un mineur qui a été violenté par un homme âgé. Cet homme, il est assez conscient, il sait ce qu'il veut, il sait ce qu'il fait. Mais la mineure, intellectuellement, elle n'est pas assez apte pour savoir même ce qu'elle veut. Donc, même si elle donne son consentement, ce n'est pas valable. Voilà. Donc, voilà un peu ce que je peux dire. Donc, en d'autres termes, les violences sexuelles et sexistes, ce sont des propos, des comportements ou même des actions qui portent directement atteinte à la dignité de la personne. Ça veut dire, ça va conduire à dévaloriser la personne, à lui mettre au second plan et même à laisser penser aux agresseurs que, voilà, ils peuvent se permettre. Voilà. Et aussi, ça peut porter atteinte à son intégrité physique.
ça peut entraîner des blessures, ça peut entraîner, par exemple, le viol. La personne peut ressortir avec une maladie sexuellement transmissible. Voilà. Et aussi, il y a l'atteinte à l'intégrité psychologique. Voilà. La personne peut sortir traumatisée, peut sortir avec un manque de confiance, ou bien se voir maintenant être obligé d'être isolé, ou même avoir un manque de confiance à son entourage. Voilà. Alors, une définition assez simple de ces deux termes, violence sexiste et violence sexuelle. Nous sommes avec vous. Alors, dites-nous comment elles se manifestent, ces violences, quand vous entendez parler de ces situations, vous l'avez si bien dit, à travers des paroles orales, à travers des actions. Alors, la manifestation concrète de ces violences-là, comment peut-on les qualifier? Ok, merci pour cette question. En termes de violence sexiste et sexuelle, la manifestation, si je peux me permettre, elle est graduelle. Elle est graduelle. Si on va schématiser, c'est comme, on dit, une pyramide. Voilà. Donc, la base même, c'est quoi? Ça commence par des agissements sexuels, par des appréciations déplacées, par des touchés déplacés, par des propos déplacés. Peut-être déjà dans le cadre du service, voilà un patron qui commence déjà à apprécier l'effort de son subordonné et tout ça. Donc, ça commence déjà par des propos sexistes. Ensuite, graduellement, ça va monter à un harcèlement. Et de l'harcèlement, ça peut monter à une agression sexuelle. Et de l'agression sexuelle, ça monte maintenant à un viol, par exemple. Voilà. Donc, il faut dire que vraiment, il y a de la subtilité dans cette violence-là. Et malheureusement, dans notre contexte actuel, le problème, c'est qu'on a tendance à normaliser ces harcèlements, ces agissements sexistes. Et en les normalisant, nous donnons plus de permission aux gens. Nous les permettons. C'est comme une autorisation qu'on leur donne d'agir sur nous. Voilà. Parce que quand une personne t'apprécie de façon déplacée, tu as déjà un sentiment. Je ne dis pas que les appréciations ne se font pas ou c'est pas bien, c'est bien. Mais l'appréciation doit te procurer une sensation de joie, de valorisation, de confiance en soi, de quiétude. Voilà. Mais lorsque l'appréciation te donne ce sentiment d'insécurité, l'appréciation te donne ce sentiment d'être en danger ou d'être touché dans ton intimité, ça devient une violence, ça devient un harcèlement. Voilà. Donc, vous voyez la subtilité. C'est qu'aujourd'hui, tu vas voir une fille, un jeune homme qui apprécie une fille aujourd'hui. Ah, faut-être la charabe. Excusez-moi pour l'expression, c'est amour. Faut-être la charabe. Voilà, il y a parallèle. Faut-être la tiro, là, on met ça. Voilà, c'est encore plus soft. Donc, c'est un peu de ce genre. Et cette personne, le fait que dans notre société actuelle, les gens normalisent ces aspects, au début, elle peut penser que c'est une appréciation. Mais la personne demain encore va dire la même chose. Après demain, là, ça doit interpeller. Ce n'est plus une appréciation. Ça veut dire ce dernier, s'il a l'opportunité, il pourrait passer à l'acte que l'on peut penser. Voilà. Je ne sais pas si vous me comprenez. On comprend. Donc, c'est vraiment graduel. Ça commence par des propos sexistes, ensuite un harcèlement, ensuite une agression, et ça prend la forme concrète du viol. Voilà l'explication qui est donnée avec vous sur le plateau, cette émission spéciale basée sur les violences sexistes et sexuelles. Nous sommes avec nos deux invités, à savoir Wouba Mingyeba Karine, juriste de formation, chargée de projet du projet Se Défendre. Au niveau de la structure Voix de Femmes, à nos côtés également, nous avons Maître Solange Zeba, avocate au barreau de Burkina Faso. Elle est avocate chargée du litige stratégique à l'association Voix de Femmes dans le cadre du projet Se Défendre. À propos, après ces belles informations données sur le sujet central de cette émission, nous allons parler en termes de constat pour la suite de cette émission. Alors, Madame Wouba Mingyeba Karine a tantôt donné les définitions et également aborder les différentes formes sous lesquelles ces violences se manifestent. Nous allons parler en termes de constat en matière de violence sexuelle et sexiste au Burkina Faso. Qu'est-ce que Maître Solange Zeba peut nous dire? Alors, merci Monsieur Zongo. En termes de constat des violences sexuelles et sexistes, il faut dire que la tendance est à la recrudescence de ces violences. C'est vrai que les exemples que nous avons seront forcément liés aux cas qui ont été judiciarisés. Il faut dire que, et Karine vous l'a dit, en matière de VSS, ce que nous voyons, ce qui est judiciarisé, ce qui arrive au niveau des juridictions,
ce n'est qu'un petit bout, comme on dit, de l'iceberg. Nous n'avons pas de statistiques qui prennent en compte les cas non dénoncés, mais de ce que nous voyons et ce qui nous revient à travers les réseaux sociaux, la tendance générale est à la recrudescence donc de ces VSS malheureusement. Et on peut dire que ce constat est principalement lié aux réseaux sociaux. Oui, c'est le revers aussi de l'utilisation des réseaux sociaux qui constitue un facteur non seulement de harcèlement, mais également un facteur d'exposition des femmes et des filles donc à ces types de violences. Facilement, on nous contacte sur les réseaux sociaux, facilement on tisse une relation qui à la base n'est pas censée aboutir à des violences, mais fort malheureusement on en arrive à cela. Et l'autre élément, c'est que notre pays, ce n'est plus un secret, traverse une situation sécuritaire très majeure, de sorte que cette situation en fait favorise l'exposition des filles et des femmes donc à ces types de VSS. La preuve en est que la plupart des victimes en fait sont des milieux sociaux quelque peu défavorisés et également donc des personnes déplacées internes, ce qui fait que nous avons le sentiment que malgré les luttes, le constat est à la recrudescence donc de ces violences au Burkina. Et je peux ajouter comme exemple, et de plus en plus ces questions-là sont judiciarisées et de plus en plus jugées en flagrant crime devant la chambre criminelle donc de nos tribunaux donc de grande instance. Et lorsque vous allez à une audience de la chambre criminelle, je peux dire que les 80% des dossiers au rôle de la juridiction, en général, ce sont des cas de VSS, notamment de viol. C'est le cas emblématique donc, de violence sexuelle et sexiste donc, que l'on peut a priori noter. Vous avez souligné le terme recrudescence et en termes de constat, la judicialisation de ces actes-là n'est pas totalement effective, bien que des efforts sont faits sur le champ pour mieux concevoir cette pratique-là. Alors nous parlons de violences sexuelles et sexistes. On ne pourra pas passer sous silence les conséquences parce qu'à ce niveau, on se rendra compte que c'est véritablement un phénomène qui détruit beaucoup de familles, un phénomène qui endeuille certaines familles à la limite lorsque le constat il est véritablement amer. On reste toujours avec vous, Maître Zeba. Parlons de conséquences de ces violences sexuelles et sexistes. Vous le dites si bien, si à voix de femme nous faisons donc de ces cas de VSS, et Karine en a donné la définition tout à l'heure, donc on peut aller aux abréviations. Si on fait de ces cas de VSS notre cheval de bataille, c'est au regard en fait non seulement de la diversité des conséquences qui en découlent, mais également de l'énormité donc de ces conséquences. Les conséquences en matière de VSS sont diverses. Et nous avons a priori les conséquences physiques. En matière de VSS, on peut s'en tirer donc avec ce qu'on appelle en droit donc des situations où on a des atteintes physiques. Voilà, on a des atteintes physiques que nous appelons CBV, coups et blessures donc volontaires. À côté de ces atteintes physiques que l'on peut voir a priori, il y a d'autres types donc d'atteintes, notamment les atteintes sanitaires, parce que la personne qui a été victime donc de la violence peut se retrouver atteinte d'une maladie contagieuse donc du fait du rapprochement donc avec l'auteur
le plus souvent, il s'agit donc des situations médicales sur lesquelles il faut prendre des précautions, notamment faire des prélèvements a priori pour voir et prendre des précautions sanitaires. Nous avons aussi, et la plus importante donc des atteintes, c'est les conséquences psychologiques. Et ces conséquences psychologiques, on n'en parle pas assez, mais c'est le type de conséquences indélébiles. C'est vrai que nous avons évoqué également des conséquences sanitaires qui peuvent marquer à jamais, mais l'aspect psychologique marque définitivement et de façon vraiment profonde les victimes. Et le danger avec ces atteintes justement psychologiques, c'est que ces atteintes sont souvent transmissibles. Elles peuvent être intergénérationnelles. C'est-à-dire, à force d'être touché par ces types d'atteintes, on peut avoir des comportements dans l'éducation de nos enfants et de sorte à leur transmettre vraiment des habitudes anormales donc, qui découlent de ces VSS qu'on a vécu. Il y a aussi, comme on dit, des types de conséquences que nous appelons donc des conséquences économiques. Il y a les VSS peuvent avoir d'autres pendants tendant donc à la privation en fait de la victime de tout ce qui lui est utile pour vivre. Donc, cela touche carrément à une conséquence de nature psychologique. Et la dernière, de nature économique, je veux dire, la dernière conséquence dont je voudrais parler, c'est les conséquences donc sociaux. Les conséquences sociaux, donc économiques, nous en avons parlé, donc l'aspect économique a été abordé, mais les conséquences sociales qui font que toutes les victimes, presque toutes les victimes le disent, elles traversent une situation de honte, de stigmatisation, de sorte qu'elles vivent en fait de façon recluse pour pouvoir échapper à ces situations. Pour dire que vraiment les conséquences en matière de VSS, elles sont multiformes et elles sont graves les unes aussi bien que les autres, et c'est pourquoi d'ailleurs nous luttons véritablement contre ces cas de VSS commis donc à l'endroit des femmes et des filles. Voilà le chapelet de conséquences égrené ici par Maître Zeba Solange sur le plateau de Savan TV dans cette émission spéciale consacrée aux violences sexistes et sexuelles. En tout cas, des informations à prendre avec note et surtout garder jalousement ces informations puisque vous serez des relais, des points focaux pour passer le message dans vos zones d'habitation. Nous restons toujours avec vous, Maître Zeba. Nous avons parlé des conséquences. Il s'agit également d'aborder l'aspect des termes juridiques, ce que disent les textes en la matière, parce que ça également, des efforts sont faits dans ce sens-là, bien que nous, les humains, nous avons la peau dure en matière de suivi de certains textes. Alors, en matière en matière législative, le législateur a pris 1001 précautions. C'est vrai que le code pénal, en ses articles 533 tiré 1 et suivant, prévoit et réprime notamment le viol, qui est la forme la plus courante donc, de violence sexuelle et sexiste. Et nous avons d'autres textes, notamment ce texte qui nous est si cher, donc la loi 061-2015, qui est spécifiquement dédiée aux femmes et aux filles, qui prévoit non seulement la prévention, la répression et la prise en charge donc, des femmes et des filles. Et ce texte-là a prévu, c'est vrai que récemment, avec la relecture du code pénal, et l'essentiel des dispositions donc, de ce texte, je vais dire la loi 061 donc, portant prévention, protection et répression donc, des violences faites à l'égard des femmes et des filles, la relecture, à la faveur de la relecture du code, certaines dispositions de la loi ont été reversées dans le code pénal.
Mais cette loi, spécifiquement, elle donc comporte une procédure pénale spécifique en matière de protection des femmes et des filles, notamment le bénéfice pour la victime. Si elle porte plainte et qu'elle signale son incapacité à se trouver un conseil, elle a la possibilité de bénéficier d'un conseil d'office, d'un avocat commis d'office, ce qui n'est pas courant pour ces types de délits. Les cas dans lesquels donc un justiciable peut prétendre à un avocat commis d'office en dehors de l'assistance judiciaire ordinaire, ce sont des cas de faits de crimes qui sont jugés. Donc dans ce contexte précis, donc, la loi 061 a non seulement prévu la prise en charge des victimes, elle a prévu la prise en charge financière des victimes, au-delà de cette prise en charge judiciaire, et elle a également prévu donc ce que nous appelons donc une prise en charge économique de la victime, parce qu'il y a un fonds spécial qui a été prévu dans le cadre de cette loi-là, dont les dispositions en rapport vraiment avec ces éléments-là n'ont pas été abrogées. Et la dernière chose que l'on peut ajouter en termes de spécificité, c'est que cette loi prévoit une procédure pénale spécifique. Parce qu'en matière pénale, lorsqu'un fait est poursuivi, il est poursuivi suivant le code de procédure pénale. Mais en matière de VSS, violence sexuelle et sexiste à l'égard des femmes et des filles, la loi 061 a prévu une procédure spéciale, une procédure pénale spéciale pour ces cas-là. Et également donc une juridiction spéciale, mais ces éléments-là n'ont pas été donc mis en application. Et ce décret, c'est le lieu de le dire, hein, et souffre donc en ces dispositions relatives à la procédure d'une certaine inapplicabilité liée au fait que le décret d'application donc de cette loi n'a pas été pris. Nous interpellons donc les autorités en vue donc de la mise en œuvre effective vraiment de ces belles dispositions qui bénéficient donc aux femmes et aux filles dans le cadre de la lutte contre les VSS. Alors, à propos, Maître Solange Zeba, est-ce qu'un bilan a été établi à ce jour-là en termes de mise en œuvre de ces différents textes par rapport à la question que vous avez répondu tout de suite? Sûrement que vous aurez une réaction. Après, nous donnerons la parole à votre invité avec nous sur le plateau, Marie-Karine Woba. Un bilan de la mise en œuvre de ce texte, non. Il n'y a pas un bilan spécifique. Mais en tant que praticienne, ce que je constate sur le terrain, c'est que de moins en moins les victimes bénéficient de cette prise en charge liée à la commission d'un avocat d'office. Ce fonds qui a été prévu n'a pas été mis en place. Et également, nous plaidons au quotidien devant la juridiction qui juge toutes les affaires. Pourtant, pour ce cas-là, la loi 061 a prévu une juridiction spéciale pour juger les affaires, les cas de VSS, donc précisément à l'endroit des femmes et des filles. C'est vrai que si un homme est victime de VSS, il ne bénéficie pas de la même particularité. Ce qu'on peut dire également accessoirement, donc en termes de bilan et d'application, nous avons dans le cadre de ce projet eu à accompagner dans le contexte strictement stratégique donc 3 cas de litige qui ont pu être déployés, présentés devant les juridictions sur le fondement vraiment du code pénal. Et je pense que les procédures étant en cours, c'est tout ce qu'on peut en dire. Alors, je renvoie la même question à Marie-Karine Woba pour une réaction sur la question. Je parlais tantôt de bilan établi à ce jour en termes de mise en œuvre. Qu'en dites-vous? Merci, M. Zongo. En termes de bilan, moi, je veux parler spécialement par rapport à l'axe
qui nous revient, là ce qui revient à l'association Voix de Femmes, qui est le litige stratégique, révolutionner le cadre juridique avec le litige stratégique. Donc, au regard de la mise en œuvre de nos activités par rapport à ce taxe, en termes de bilan, on peut déjà parler des cas, comme Maître l'a bien mentionné, des cas qu'on a pu suivre, parce que je ne sais pas si j'ai tantôt défini ce que c'est que le litige stratégique, mais je sais que Maître va s'en charger par la suite. Déjà, le litige stratégique, c'est le fait de faire un constat qu'il y a un phénomène où il y a un problème au sein de la société et de s'en saisir d'un de ces problèmes qu'on juge potentiels ou emblématiques et s'appuyer sur ce problème, l'utiliser devant les tribunaux et devant les décideurs par les plaidoyers et pour pouvoir révolutionner, interpeller, pour que des mesures soient prises, pour que vraiment il y ait une révolution, un changement de façon durable. Voilà, donc c'est ça le litige stratégique. Donc par rapport à ce taxe que nous mettons en œuvre en termes de litige stratégique, on peut dire qu'aujourd'hui on comptabilise 3 cas potentiels qu'on a décelés. Et je me permets de dire 3 cas parce que dans le cas du projet, on en avait prévu de vraiment comptabiliser 3 cas de litige stratégique, ce qui est quelque chose que je peux dire très ambitieux parce qu'on peut mener un projet même sur 5 ans et ne même pas avoir un seul cas. Voilà. Mais tellement l'ampleur des VSS, voilà, se font ressentir au Burkina Faso. Donc, inévitablement, on a pu en avoir 3 cas dans le délai de notre projet qui est prévu pour 3 ans. C'est vrai qu'on tire vers la fin, mais on a déjà les 3 cas. Donc, ambitieusement, on avait prévu 3 cas. On a pu déceler les 3 cas et que nous essayons déjà d'accompagner les victimes, déjà devant les juridictions, à travers Maître Zeba ici présente, voilà, qui s'en charge des plaidoiries devant les tribunaux. Et l'association Voix de Femmes s'en charge sur l'aspect plaidoyer. C'est comme je l'ai dit, puisqu'il faut un changement, il faut interpeller, il faut plaider devant non seulement les tribunaux, mais devant aussi des décideurs potentiels pour qu'ils initient ces changements-là. Donc, Voix de Femmes s'en est chargé, l'aspect sensibilisation, plaidoyer sur le fondement de ces cas. Voilà. Donc, en plus de ça, on avait un aspect mobilisation communautaire, mobiliser les gens. Le litige stratégique se mène sur la base d'une mobilisation des acteurs qui viennent certifier, qui viennent apporter leur engagement, qui viennent apporter leur appui à l'objectif qu'on s'est fixé dans le cadre du litige stratégique. Si on se dit, OK, sur la base de ce cas de VSS, voilà le changement qu'on veut, on aimerait qu'une loi soit adoptée. Et voilà, on va interpeller, mobiliser tous les acteurs potentiels qui peuvent nous accompagner en termes d'engagement, en termes financiers, en termes, je ne sais pas, tout sortes d'appui techniques, financiers et autres qui peuvent nous accompagner. Et en termes de mobilisation de ces acteurs, nous avons pu déjà mobiliser des organisations qui nous soutiennent, qui nous accompagnent, qui partagent notre vision. Moi, je les appelle des organisations sœurs, parce que ce sont aussi des organisations qui défendent les droits des femmes, comme l'association Voix des Femmes. Voilà. Et aussi, il faut dire qu'il y a des acteurs clés qui interviennent dans le processus du litige stratégique. Et ces acteurs clés, c'est d'abord les organisations, et je viens de le signifier, on a pu mobiliser des organisations qui nous accompagnent. On prévoit encore d'autres activités pour mobiliser, pour mettre en place ce mouvement-là d'accompagnement, pour vraiment initier ces changements que nous demandons auprès des décideurs. Et il y a l'autre acteur clé qui intervient, ce sont les avocats. Et donc, on a trouvé essentiel aussi de mettre en place un pool d'avocats, de les former, non seulement sur les différentes thématiques que compose le projet, parce que c'est important. C'est important que quiconque s'implique dans les activités de ce projet tienne compte de la vision, de la mission et des principes qui tournent autour. Voilà, donc on a mis en place un pool d'avocats qu'on les a formés sur le litige stratégique, on leur a formé sur l'approche féministe, parce qu'on souhaite que dans le cadre de ce projet, l'avocat qui portera le cas devant les tribunaux porte ce cas sur la base d'un engagement, en tenant compte des principes féministes et aussi en ayant la volonté, ou encore disons en ayant de la sororité envers ces victimes-là. Voilà, donc les avocats ont été, ce pool d'avocats a été mis en place, c'est une pool de 10 avocates et formés sur l'approche du litige stratégique et ils sont aptes, je peux dire aptes à nous accompagner à tout moment. Parce que c'est vrai que c'est un projet qui va prendre fin, il y a un délai, mais les victimes continuent d'exister. Voix de Femmes est toujours là avec son équipement d'accompagnement, le centre social qui l'héberge, qui accompagne les victimes. Donc on aura toujours besoin de ces avocats. Et pour être sûr qu'on a toujours des avocats qui épousent nos visions, nos missions, nos principes, voilà, on a mis en place ce pool d'avocats que je comptabilise en termes de bilan aussi. Voilà. Et en plus de ça, il faut provoquer l'engagement des victimes.
Parce que ici, le problème qu'on a ici au Burkina, c'est pas que les violences n'existent pas, mais c'est que les victimes ont peur. Ils ont peur de porter le problème haut, de montrer qu'ils ont une situation, ils ont peur d'être jugés, d'être stigmatisés, comme elle l'avait tantôt souligné. Donc, il était important d'initier ces publics cibles qui sont les femmes et les filles, de les initier, de les former, de les interpeller, surtout les former sur leurs droits et qui aussi de les aider à identifier quand est-ce qu'elles sont violentées, quand est-ce que ce tact les met en danger, dans un danger futur, pour qu'ils aient cette aptitude à vraiment remarquer à quel moment, parce que c'est comme je l'ai dit, les VSS, c'est des violences très subtiles. Ça commence par une appréciation banale qui se répète et que l'auteur, s'il a l'occasion, il va poser l'acte. Donc, et il se trouve que les femmes et les filles, la plupart au Burkina Faso, ils n'ont pas tendance à déceler vraiment cette menace-là, en fait. Voilà, ils sont plus focus sur l'appréciation, au pire, et puis voilà. Voilà. Et le jour maintenant que le problème arrive, on est surpris. Alors que non, ça avait commencé, il y a eu un début. Voilà, donc il fallait vraiment former ces femmes-là à déceler cette menace-là. Et aussi les former à avoir le courage de dénoncer, de nous donner leur engagement. Je le dis, j'ai tantôt cité les acteurs qui interviennent dans le processus stratégique, qui est des organisations qui plaident pour demander le changement, pour initier le changement. Il y a l'avocate qui fait les plaidoiries devant les tribunaux, mais il y a aussi la victime, qui est le troisième acteur du processus de justice stratégique. Et cette victime, c'est quoi? Son rôle, c'est quoi? C'est d'abord son consentement. À tout moment que la victime retire son consentement, on arrête le processus de justice stratégique. Et il se trouve que c'est un processus qui est long et coûteux. Donc, on ne prendra pas le risque d'accompagner une victime qui, au moment où on est vraiment sur le point d'atteindre nos objectifs, elle retire son consentement. Parce que si elle le retire, il faut qu'on arrête tout. Donc, on a initié des formations et des sensibilisations pour pouvoir vraiment débloquer cet engagement et aussi ce consentement et ce courage à nous accompagner lorsqu'on porte un cas. Et dans ce sens, on a sensibilisé au moins 150 femmes leaders, qui est constituée des femmes de la Brigade Verte, des femmes des marchés, et des femmes des associations de défense des droits des femmes, des femmes des associations des veuves, des femmes des associations religieuses. Voilà, au total, on a comptabilisé 150 femmes leaders qui ont été formées et sensibilisées. Et au-delà de ça, on avait mis en place des activités d'animation dans les yards, où une animatrice a été formée. Elle faisait partie des acteurs qui interviennent dans la mise en œuvre du projet. Et indispensablement, elle aussi, elle a été formée comme tous les autres acteurs pour mener des activités, pour animer des sensibilisations au sein des yards, où on se dit que la femme, quand elle se lève très tôt, son premier travail, c'est d'aller au marché. Et une fois au marché, c'est là-bas qu'elle trouve sa camarade femme, où elle va vraiment expliquer son problème, déverser ses frustrations, voilà. Et on se dit que si elle s'y trouve là-bas facilement, on va en trouver vraiment des victimes. On va trouver des femmes vraiment qui vivent des blessures qu'elles cachent, qu'elles pourront s'oublier. Donc, cette animatrice était censée animer dans ces yards et informer les femmes sur leurs droits, sur les différentes violences et même donner des contacts qu'on appelle numéro vert pour appeler en cas de besoin, les orienter devant les différentes organisations du consortium, soit IPBF, AFJPF, Voix de femmes, voilà, pour des secours. Et au titre de cette animation, on peut dire qu'on a comptabilisé au moins, je peux parler de plus de 7000 femmes qui ont été touchées en termes de sensibilisation dans les animations EIA. Voilà, donc en gros, voilà ce que je peux dire comme bilan dans le cadre du projet Se Défendre. Mais c'est un projet qui est toujours en cours, oui. Donc le bilan encore sera énorme et très effectif. Le projet s'intitule Se Défendre, un projet porté par l'ONG Voix de femmes. Sur les antennes de Savane TV, nous en parlons. Les questions de violence sexistes et sexuelles. Tantôt, vous avez souligné un cas non moins important, celui bien sûr de la dénonciation. On sait que les cas sont légion, ces cas de violence sexiste ou encore de cas de violence sexuelle, mais souvent la dénonciation n'est pas à l'ordre du jour, son décollage n'est pas systématique. D'ailleurs, on va s'adresser à Maître Solange Zeba pour qu'on en parle, parce que souvent il y a la peur, cette peur également, parce qu'on vit en société, parce qu'on est dans le quartier depuis pratiquement les temps colons. On n'a pas envie de dire que tel voisin a osé violer ma fille, tel enseignant a osé toucher ma fille. Et là également, c'est pas très réjouissant. On en parle avec vous. Alors, effectivement, c'est la plus grande problématique donc,
en matière de conduite des VSS. Lorsqu'on parlait des statistiques, je vous ai dit qu'on peut simplement parler des cas qui ont été audiencés, qui ont fait l'objet donc de poursuites judiciaires. Mais lorsque vous vous entretenez, parce qu'au niveau de voix de femmes, comme partout en fait auprès des ONG sœurs qui interviennent vraiment dans le domaine de la lutte contre les VSS, il y a une clinique juridique. Une clinique juridique qui reçoit les femmes, qui les écoute, qui essaie de les accompagner pour porter donc ces cas-là devant les juridictions. Mais il faut reconnaître qu'il y a des femmes qui viennent, qui veulent se confier, mais qui ne souhaitent pas aller au-delà de cela. Et je disais en fait que c'est un problème vraiment très regrettable en matière de lutte contre les VSS. Les victimes ne libèrent pas la parole. Et les facteurs en fait qui commandent en fait, qui les amènent vraiment à garder le silence, c'est notamment les pesanteurs sociaux et économiques, les pesanteurs notamment sociaux. Mais au-delà, il y a aussi l'ascendance. Le plus souvent, ces violences-là sont commises par des personnes qui ont une certaine ascendance sur les victimes. Il y a la peur, il y a la sidération, il y a la situation de choc, il y a la crainte en fait d'être stigmatisée. Au-delà des pesanteurs, tous ces éléments-là font que la victime préfère garder le silence. Elle se dit que garder le silence, ça crée moins de problèmes que parler. Parce que lorsqu'elle parle, voilà, elle doit comparaître devant une juridiction. Et il y a cet autre aspect qu'il ne faut pas oublier. C'est vraiment la peur des procédures judiciaires et la perte de la confiance en notre justice. Quand on va à un procès, on gagne ou on perd. Voilà. Et dès lors qu'on voit voilà, une victime qui a porté sa cause devant une juridiction, qui a été amenée à répondre à une panoplie de questions, ce que nous appelons justement la victimisation secondaire, c'est-à-dire elle a été victime des actes posés donc par l'auteur. Elle est encore victime de cette liste de questionnements et de remarques qu'elle doit subir devant la barre. Mais naturellement, notre procédure pénale également n'est pas accusatoire. Il faut poser aussi bien des questions à la victime qu'au prévenu. De sorte que cette peur de comparaître, cette peur d'avoir à expliquer, cette peur même d'une issue défavorable fait que, ajouté aux pesanteurs sociaux dont je parlais, également à la peur de la réaction de l'auteur, fait que véritablement, sur 100 victimes, on a souvent à peine 10 qui libèrent la parole. Madame Rouba Nieva Karim, vous avez souligné l'aspect du litige stratégique avec un début de définition. Nous allons revenir là-dessus avec Maître Solange Zeba pour en parler. Le litige stratégique est d'ailleurs la plus-value de cette stratégie, contrairement aux autres stratégies. D'accord. Le litige stratégique, c'est une approche vraiment spécifique. Une approche qui n'est pas que féministe. Parce que les litiges stratégiques, pour en donner une définition plus large, c'est une exploitation particulière d'un litige qui a le visage d'un litige classique, de manière à lui donner un impact beaucoup plus large qui va au-delà de la victime que l'on a en face. Je résume. Un litige stratégique, c'est un litige dans le cas duquel on se saisit d'un cas de violence, nous sommes dans le contexte des VSS, de violence sexuelle et sexiste. Pour dire en même temps que tout cas de VSS ne fait pas l'objet d'un litige stratégique. Il y a derrière le cas des éléments que nous recherchons. Ça peut être la gravité du cas. Ça peut être la récurrence du cas.
Ça peut être, Karine, lorsqu'elle définissait justement, parlait de certaines subtilités que l'on déconsidère. C'est-à-dire, c'est banal. Ça peut être vraiment partie de ces éléments-là. Mais un litige en soi qui présente des éléments que nous retrouvons dans bien d'autres cas de violation. Donc, c'est un litige que nous considérons comme étant un cas emblématique de litige. On peut avoir affaire, par exemple, à un viol. Le viol, oui, il a été commis dans un contexte particulier. Il a été commis, la procédure même, le processus pour en arriver à la commission du viol, par exemple, peut partir d'une situation que nous voyons couramment. Il peut s'agir également d'un viol qui a été commis dans un contexte particulier ou dans un milieu professionnel. Et lorsqu'on a ce type de cas, si nous décidons de ne pas en faire un litige stratégique, c'est-à-dire un avocat qui veut le traiter de façon classique, défend les intérêts de la victime devant les juridictions. Et ça en tient là. Mais ce que nous faisons en matière de litige stratégique, nous nous appuyons sur ce cas. Non seulement nous défendons les intérêts de la victime devant les juridictions, mais au-delà des intérêts de la victime, nous défendons certains principes. C'est ce qu'on appelle donc en matière de litige stratégique la théorie du changement. C'est-à-dire à travers on s'en sert comme un levier. On s'appuie sur ce litige-là pour viser d'autres changements. Le changement peut être social, parvenir à un changement des mentalités. Le changement peut être juridique, judiciaire notamment, en arriver à déterminer les juridictions à condamner ou à condamner un peu plus sévèrement ces cas-là parce que nous estimons que voilà, ces cas sont d'une certaine gravité. L'objectif peut être un changement institutionnel. Ça peut avoir été commis dans un contexte précis. Nous allons derrière le litige pour dire, le fait là, ce n'est pas la faute du coupable seul. Est-ce que derrière, le contexte ne s'y prêtait pas? Est-ce que le coupable n'a pas profité d'un environnement qui a été créé par d'autres personnes? Ça peut être d'autres instituts, ça peut être notre contexte national, ça peut être l'organisation même du service qui a permis la commission de cette infraction. Ça peut être le manquement de nos structures publiques à leurs obligations. Ça peut être également le manquement de l'État, parce que l'État aussi est justiciable à certaines de ses obligations. Nous, on recherche au-delà de ce que la victime a commis comme acte. Est-ce qu'il n'y a pas d'autres éléments parce que le comportement, nous partons du principe que le comportement de la victime et de l'auteur est opportuniste. Il a profité d'un environnement qui lui permettait de le faire. De sorte que, comme elle l'a dit, le litige stratégique se déroule sur deux échiquiers. Il y a l'aspect purement judiciaire, c'est-à-dire la cause est portée devant les juridictions, le prévenu est mis en cause, on interpelle même les institutions et souvent l'État que l'on met devant ses responsabilités pour dire voilà telle ou telle violation a permis la commission de l'infraction, mais à l'aspect plaidoyer. L'aspect plaidoyer parlait tantôt des partenaires qui interviennent. Il y a qu'on demande à la victime, oui, est-ce que vous pouvez à travers votre cas nous permettre de sensibiliser pour éviter à d'autres victimes, d'autres personnes, c'est-à-dire femmes ou filles, de se trouver un jour ou l'autre victime de ces faits-là. Et permettre aussi à d'autres victimes dont la cause n'a pas été portée de bénéficier d'un contexte favorable à leur sécurité. Voilà un peu l'objectif recherché donc à travers le litige stratégique. En résumé, le litige ordinaire défend les intérêts de la victime. Le litige stratégique va bien au-delà des intérêts de la victime pour défendre la cause du plus grand nombre. Alors, est-ce qu'au niveau de l'ONG Voix de Femmes, un bilan est fait par rapport à l'usage de cette stratégie-là? Est-ce qu'on peut donner quelque chose là-dessus? Par rapport à l'usage de cette stratégie, il faut reconnaître que c'est une approche
que nous tenons du système common law, hein, les systèmes anglophones. Et le litige stratégique, il a été récemment implémenté dans notre contexte juridique. Avant, avocat, on a une victime qui se présente à nous. Voilà, comment faire, qu'est-ce que la victime a subi, comment faire pour défendre ses intérêts. On défend les intérêts de la victime, il y a la satisfaction de la victime et le tour est joué. Mais ce contexte-là, il est tout nouveau. Je dois dire que nous l'implémentons depuis peu. Voix de femmes, justement, est l'une des pionnières. Et depuis un certain nombre d'années, donc, à mettre en place cette approche stratégique. Et en termes de statistiques, il faut dire que dans le cadre du projet Se Défendre, nous avons déjà, parce que nous ne choisissons pas ces cas-là comme ça, nous avons des cas à profusion. Mais les cas qui ont été retenus, parce que nous avons un comité de validation des cas. Les victimes viennent à la clinique juridique, dès lors qu'elles sont reçues, le cas est passé au peigne fin pour voir c'est quoi on peut obtenir à travers l'exploitation stratégique de ce cas. Et il y a un comité qui valide avec les éléments que la victime a donnés, avec son consentement, et la cause maintenant fait l'objet d'une exploitation stratégique. Il faut dire que le litige stratégique, c'est un litige de très longue haleine. Le procès classique fini. Par exemple, on a les 3 cas que nous avons déjà, ont fait l'objet d'une décision rendue en première instance. Dans un des cas, nous avons perdu. Pas perdu le litige stratégique, parce qu'un procès perdu peut être un litige stratégique gagné. Nous avons perdu sous l'aspect pénal, la défense des intérêts de la victime. Mais les 2 autres cas, puisque nous en avons 3, les 2 autres cas, nous les avons gagnés en première instance. Et nous allons en barre d'appel. Mais il faut dire que l'exploitation stratégique du cas commence à peine. Parce que on peut épuiser la gestion du litige sur le plan vraiment classique devant nos juridictions et continuer de viser l'objectif que nous visons. Pour dire que à ce stade, il faut encore compter des années pour en arriver à dire voilà ce cas-là a fait l'objet de litiges stratégiques et nous avons abouti à ces résultats. Pour dire que ce type de litige prend énormément de temps et nous pensons vraiment pouvoir les conduire donc à bon port. Conduire à bon port, voilà qui est bien dit. Merci à vous, Maître Solange Zeba. Vous êtes avocate au barreau du Burkina, avocate chargée du litige stratégique à l'ONG Voix de Femmes dans le cadre du projet Se Défendre. Une dernière réaction dans cette émission. Sûrement qu'on reviendra sur les victimes qui ont été prises en charge par le projet en 3 ans. Vous l'avez dit, un chiffre quand même prétentieux pour une telle situation. Alors revenons là-dessus avant de faire un petit dernier tour de table pour conclure en beauté cette émission qui servira bien sûr d'élément fondamental pour que le message puisse être passé en ce qui est de violences sexuelles et sexistes. Merci M. Zongo. Il faut dire en termes de victimes qui ont été prises en charge dans le cadre du litige stratégique, ça va au-delà des victimes concernées pour les 3 cas potentiels que nous avons identifiés. Elles sont incluses dans la prise en charge, mais il se trouve que, comme Maître l'a dit, ce n'est pas tous les cas qui font objet de litige stratégique. Avant d'en arriver à valider qu'un cas est litige stratégique, on soumet ça à un comité qui a été organisé à l'interne, un système organisationnel qui a été mis en place à l'intérieur de l'association Voix de Femmes, qui permet, lorsque Maître Zeba, ici présent, apporte les cas au comité, ils vont juger si le cas est potentiel pour être un litige stratégique. Donc, il y a ce comité qui a été mis en place et il se trouve que nous pouvons apporter des cas et ils vont dire mais ce cas n'est pas valable pour un litige stratégique. Je le dis bien, c'est des cas emblématiques qu'on recherche. C'est des cas où vraiment il y a un caractère emblématique et ce caractère emblématique peut être soit la gravité même de la violence qui a été commise, ça peut être au regard de la récurrence de cette violence qui se répète, ça peut être lié à toute autre forme de gravité. Voilà. Donc quand on exclut
ces dossiers, ça ne veut pas dire que la victime ne sera pas prise en charge. Parce qu'il faut le dire, Voix de Femmes héberge un centre social en son sein qui a une prise en charge très holistique qui est composée de psychologues, du cabinet d'un avocat, qui est composé d'infirmières, de sages-femmes, de gynécologues, de médecins généralistes. Donc, ça veut dire, même si le cas n'a pas été pris en charge sur le plan des stratégiques, le cas est pris en charge de façon normale en termes holistiques au regard de la situation de la victime. Et donc, c'est à ce sens-là qu'on va dire le nombre de victimes qui ont été prises en charge. Nous avons l'aspect d'abord médical. Sur le plan médical, on a au moins 5400 victimes qui ont été prises en charge. Et sur l'aspect psychologique, on a 522 femmes qui ont été prises en charge dans le cadre de ce projet. Et je précise bien, le projet Se Défendre se met en œuvre en collaboration avec d'autres projets au sein de Voix des Femmes, parce que Voix des Femmes met en œuvre plusieurs projets, dont le projet Se Défendre, et qui se met en œuvre en collaboration avec ces projets. Et donc, en termes de prise en charge, il y a quand même cofinancement par rapport aux autres projets, comme le projet UNICEF et le projet DRC. Voilà. Et donc, c'est en complémentarité, en synergie avec ces projets que ces victimes sont prises en charge. Au nombre de 5400 pour la prise en charge médicale et 5022 femmes pour la prise en charge psychologique dans le cadre du projet Se Défendre. Et on s'en tient à ces mots avec beauté pour mettre un terme à cette émission. Maître Solange Zeba, nous vous disons merci pour votre présence. En tout cas, ce qui est dit est très intéressant. Nous allons faire passer le message. En une heure chrono, nous avons pu passer au pain fin ces questions essentielles. Désormais, vous en savez davantage sur les violences sexuelles et sexistes. Vous en savez davantage également sur les termes juridiques en la matière, sans oublier les conséquences qui en découlent et les portes auxquelles frapper lorsque ces situations, on ne le souhaite pas, se présentent à vous, dans vos différentes localités. Prenez attache avec la structure, l'ONG Voix de Femmes, qui, faut-il le rappeler, se trouve à Wittenga, si je ne me trompe pas, avec beaucoup d'informations utiles, un service bien établi pour vous accueillir en bonne et due forme, service gynécologique, psychologique, sans oublier également des accompagnements en termes juridiques. Merci pour votre présence. On le rappelle, nos deux invités. À ma gauche, Maître Solange Zeba, vous êtes avocate au barreau du Burkina, avocate chargée du litige stratégique à l'association Voix de Femmes dans le cadre du projet Se Défendre. Et à ma droite, Woba Nyenieba Karine, j'espère que je prononce bien. Nyenieba, voilà. Et vous êtes juriste de formation, chargé du projet Se Défendre à l'association Voix de Femmes. Merci à vous toutes et à vous tous. On aurait voulu donner un contact utile sur lequel on va vous appeler si toutefois des personnes sont dans des situations pareilles par rapport à la thématique qui est abordée. S'il y a un contact, vous pouvez donner, voilà, sur lesquels les gens pourraient vous appeler. Je pense qu'on pourrait transmettre ce contact. Ok, prochainement, dans nos prochaines émissions. Et on vous invitera d'ailleurs pour d'autres thématiques dans le sens de faire avancer les choses au Burkina Faso. Merci à toute l'équipe technique qui a piloté des mains de mettre cette émission, une heure d'antenne sur Savane TV. Merci à vous également qui nous avez suivis. On vous retrouve très prochainement, toujours avec le même plaisir et la même passion, sur les antennes de Savane TV. Point final pour cette émission sur les violences sexuelles et sexistes. Merci à toutes et à tous.